Il y a 2 ans, c'est Stéphanie Combe, donc directrice du Health Data Hub, qui était venue vous présenter les débuts du Health Data Hub, sa construction. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire le point, 3 ans après, pour vous présenter un petit peu les résultats et les perspectives du Health Data Hub. Et peut-être avant de rentrer concrètement dans ces résultats, parce que tout le monde n'était pas forcément là il y a 2 ans pour cette intervention, vous refaire un petit rappel sur ce qu'est le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub, c'est une des plateformes de partage de données qui a été imaginée dans la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle en 2019, notamment par le rapport rédigé par le député Villani, projet issu de la volonté du président de la République d'afficher la santé comme un des secteurs prioritaires pour le développement de l'IA. En faisant le constat finalement qu'en France, on avait la chance d'avoir un patrimoine de données de santé sans précédent aujourd'hui, avec des bases de données pour plus de 60 millions de Français. J'ai un petit écho. C'est moi. Pardon. Un patrimoine pour autant éparpillé, cloisonné et avec des délais d'accès souvent dissuasifs. Donc, une richesse et en même temps une complexité pour accéder à ces données de santé. Donc, le Health Data Hub a été construit justement pour garantir, accompagner un accès aisé, unifié, transparent, sécurisé à ces données de santé, et justement dans la perspective d'améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. Donc, comme tu le rappelais, Jean-Louis, le Health Data Hub, c'est une institution qui fait partie de l'écosystème et qui embarque avec lui, avec son statut de groupement d'intérêt public, un certain nombre de parties prenantes qui sont représentants finalement de tous les usagers de ces données de santé, que ce soit les producteurs de données, que ce soit les utilisateurs des données et bien sûr les citoyens. Donc, on a des représentants de l'État, des caisses d'assurance maladie, des mutuelles, des acteurs académiques, de la recherche et de l'enseignement, évidemment des établissements de santé, des centres hospitaliers, publics, privés, des professionnels de santé, des usagers, des agences et opérateurs, autorités publiques indépendantes telles que la CNIL par exemple, et des industriels qui font partie du coup du conseil d'administration et qui ont du coup leur mot à dire sur les feuilles de route du Health Data Hub. Alors côté industriel, ils sont représentés par le LEM, par l'AFCRO, le SNITEM, Syntec Numérique, France Digital. Donc, l'objectif du Health Data Hub, c'est vraiment de simplifier l'accès aux données de santé et toute son offre de services assez large, elle a été construite pour cet objectif. Donc, on est tout d'abord un guichet unique d'accès aux données de santé où finalement tous les projets qui vont demander une autorisation à la CNIL pour accéder à un certain nombre de données pseudonymisées, eh bien, ils vont passer par ce guichet, par le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub assure également le secrétariat du CESRES, qui est le comité d'éthique, qui va évaluer l'intérêt médical, le niveau scientifique, la qualité du protocole, le niveau éthique des projets proposés avant soumission à la CNIL. Donc, nous, on assure le secrétariat de ce CESRES. Donc, on est un acteur, on va dire, aujourd'hui incontournable dans l'utilisation de ces données de santé avec la visée justement d'accompagner et d'aider à accéder au plus vite à ces données de santé. On y reviendra également dans son offre de service, bien un catalogue de données qui inclut l'une des plus grandes bases de données médico-administratives mondiales, qui est la base du SNIRAM, le fameux Système national des données de santé. Et on le verra plus tard, un catalogue qui vise à s'enrichir d'autres sources de données. Une plateforme sécurisée à l'état de l'art, parce que c'est bien d'avoir des données, mais il faut aussi avoir des capacités de stockage, de calcul, de rapprochement, d'analyse de données dans un espace sécurisé, hébergeur agréé, données de santé. Donc, c'est le cas également avec la plateforme du Health Data Hub. Et enfin, eh bien, on offre un certain nombre d'outils en open source qui vont permettre à tous les acteurs clés des utilisateurs de ces données de santé eh bien, de travailler ensemble et ainsi de construire une culture des données de santé. Donc, on a tout un travail aussi d'animation de l'écosystème avec des réunions, des meet-up avec les data scientists, avec les data ingénieurs qui vont pouvoir partager des bonnes pratiques, travailler ensemble sur des thématiques d'usage de données de santé. Donc aujourd'hui, après cette petite introduction sur le Health Data Hub, eh bien, où en est le Health Data Hub après plus de 3 ans d'existence?
Donc aujourd'hui, on a à peu près 80 projets qui sont accompagnés par le HDH et ces projets ils sont sourcés de trois manières. On a globalement des projets qui vont arriver spontanément et c'est le cas de 13 projets Covid aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les projets qui frappent à la porte ne vont pas être accompagnés forcément de la même manière. Ils vont tous passer par ce guichet dont je vous parlais précédemment, mais cet accompagnement plus rapproché, il est aujourd'hui sur des projets qui vont principalement être sélectionnés, on le verra juste après, par des appels à projets. Demain, l'idée, c'est vraiment qu'on soit un guichet pour tout porteur de projet qui veut soumettre un projet et qu'on puisse les aider et les accompagner sur les différentes étapes. Pour autant, on met à disposition des porteurs de projets un certain nombre de kits et de ressources que je vous invite à aller consulter sur le site du Health Data Hub qui vont permettre de les aider dans les différentes démarches réglementaires auprès du CESRES et de la CNIL avec des checklists, avec des guides qui peuvent permettre de s'y retrouver un petit peu dans les méandres réglementaires avant d'accéder à ces données. Donc oui, je le disais, une grosse partie des projets provient d'appels à projets qu'on va lancer avec nos partenaires, alors soit avec BPI France, avec des acteurs en région comme le Data Lab Normandie qui vont avoir des thématiques assez vastes et qui ne vont pas forcément toucher à une pathologie en particulier, mais qui vont avoir en commun l'intérêt général qui est porté par les projets. On a également des appels à projets plus thématiques, comme les projets BOAS. Alors BOAS pour Bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé, qui est une vaste bibliothèque qu'on est en train de construire avec des porteurs de projets sur la construction d'algorithmes de ciblage au sein de la base du système national des données de santé. En quelques mots, l'idée, c'est de développer des algorithmes et de mettre à disposition des algorithmes pour aller identifier des populations cibles dans le SNDS pour pouvoir accélérer justement l'identification des patients, puisqu'on a en face de nous une base de données qui est très complexe à utiliser. On a également des appels à projets thématiques en cancérologie avec les centres de lutte contre le cancer et Unicancer, et également des projets qui vont être avec d'autres pays, comme un projet transatlantique avec le Canada, FRQS, où nous venons de sélectionner 2 porteurs de projets sur des bases de données soit canadiennes, soit françaises, justement sur de l'usage de l'intelligence artificielle. Et enfin, on a des projets qu'on va sourcer directement parce qu'ils ont un intérêt thématique pour le Health Data Hub et qui sont portés par des partenaires. Alors souvent, c'est des partenaires qui viennent nous voir et qui vont nous dire on aimerait répondre à cet appel à projet, on aimerait que vous veniez pour la brique techno, réglementaire, accompagnement ou accès SNDS. Et du coup, on va s'associer avec des partenaires justement pour répondre à certains projets, donc avec ce sont des appels d'offres européens, internationaux, certains hôpitaux. Donc là, ici, vous avez un petit peu le détail des appels à projets qu'on a pu mener ou qui sont encore en cours pour le Health Data Hub. Donc, je vous parlais de l'appel à projet France-Québec avec les projets d'intelligence artificielle appliqués au domaine de la santé. On a un AAP également en cours avec la direction du numérique en santé sur intelligence artificielle et données de santé. Très prochainement, on va également annoncer les lauréats d'un premier appel à projet qu'on a mis en place avec le ministère de l'Environnement, Green Data for Health, sur des données d'environnement et santé. Ça, c'est tout nouveau et il y a beaucoup d'intérêt sur ce sujet-là. Donc, on va avoir quelques lauréats qui vont être identifiés et qu'on pourra accompagner. L'idée étant de croiser des bases de données santé et environnement. Unibase donc pour le projet Unicancer. Donc on vient de lancer la 2e vague de l'appel à manifestation d'intérêt qui a sélectionné déjà 3 projets pour la première vague, et on aura d'autres appels à projets qui vont arriver dans l'année sur des thématiques de pointe qui vont permettre d'apporter de la valeur à la fois on va dire techniquement, puisque l'objectif est de partager un certain nombre de résultats qui auront été financés dans le cadre de ces projets, des briques technologiques qui permettraient à toute la communauté de bénéficier d'étapes qui peuvent être un petit peu lourdes, comme du nettoyage de données, de la documentation de données. Mais également un impact évidemment pour le système de soins.
Donc, voilà, l'intérêt, en tout cas, des porteurs de projets aujourd'hui, quand ils viennent travailler avec nous au Health Data Hub, au-delà des financements et également de l'accompagnement, on va dire, réglementaire qu'on peut notamment leur apporter, eh bien, ça va être d'accéder à cette grande base de données qui est le Système national des données de santé, le SNDS. Et donc, nous, en tant que responsable de traitement aux côtés de la CNAM, eh bien, on est un acteur privilégié pour accompagner ces porteurs. Et du coup, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce SNDS, donc qui comprend finalement de nombreuses sources de données et qui ont vocation à terme à être copiées dans le HDH pour faciliter leur mise à disposition. Donc, on a une base principale, donc qui est la base globalement de l'assurance maladie, avec l'ensemble des consommations de soins et de médicaments à l'hôpital et dans la population française. Donc, on peut imaginer que ces données, eh bien, elles ont un potentiel très important pour la recherche, ne serait-ce que par leur volume et également leur profondeur historique. On est sur une base qui a presque 20 ans d'historique. Maintenant, cette base, elle est intéressante, mais elle ne suffit pas. Elle ne dispose pas notamment de données cliniques. C'est pourquoi l'idée est vraiment de venir petit à petit l'enrichir de façon progressive avec d'autres sources de données. Et pour ça, l'objectif du catalogue du SNDS, eh bien, c'est de réunir des bases d'intérêt prioritaires pour l'écosystème qui vont justifier finalement l'optimisation de leur visibilité et le partage via notre institution, donc le Health Data Hub. Donc, on a déjà identifié un certain nombre de bases, de cohortes, de registres, d'entrepôts qui permettront de venir enrichir cette base. L'intérêt, c'est que finalement, ces cohortes qui sont un petit peu disséminées partout en France, eh bien qu'elles puissent être chaînées à cette base principale pour venir donner du sens globalement dans le parcours patient, en amont, en aval, des données qui pourront être chaînées. Et tout cela, on verra un petit peu le cheminement, on va dire, ministériel pour y accéder, mais évidemment, c'est un chantier stratégique qui est porté par le ministère de la Santé lui-même. Au-delà de ce catalogue enrichi, l'idée, c'est également de faire en sorte que toutes les données de santé qui seraient financées par l'argent public, à un moment et à terme, eh bien, puissent venir aussi intégrer le catalogue de santé du SNDS pour venir compléter et enrichir cette base. Donc, on a d'ailleurs, nous, dans notre feuille de route, un certain nombre de programmes partenariaux qui sont en cours, justement pour venir construire un certain nombre d'entrepôts, construire des programmes, des progrès, des projets dédiés à la construction de bases de données d'intérêt qui, demain, viendront donner du sens dans cette base principale. Donc aujourd'hui, si on fait un petit peu le bilan sur l'usage du SNDS depuis la création, ce qui fait 2-3 ans à peu près pour le CESRES, qui est, comme je vous l'ai dit, le comité d'éthique qui évalue l'intérêt éthique, scientifique, méthodologique, médical d'un projet, eh bien, on a eu 435 projets qui ont été soumis et qui ont demandé un accès au SNDS. Donc, il y a un vrai engouement, il y a un vrai intérêt, et de ça sont sortis à peu près une centaine de publications liées directement à l'usage du SNDS, et alors dans différentes thématiques, de l'épidémiologie, de la surveillance, des sujets médicaux, économiques, sociaux, organisation de l'offre de soins, méthodologie, parcours de soins. Donc, il y a vraiment une grande possibilité et variété en fait, d'études à mettre en place sur la base, ne serait-ce que de ces données du SNDS. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin, d'accélérer, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de projets qui puissent bénéficier de l'usage de ces données. Donc, c'est pour ça que nous, à notre échelle, au Health Data Hub, notre ambition, c'est vraiment de capitaliser sur certaines activités qui vont se répéter dans les projets. Et c'est pour ça que le travail qu'on fait main dans la main, notamment avec les équipes du professeur de Boissezon ou les autres partenaires du projet, sont essentiels, parce que tout ce qu'on va travailler dès maintenant et pour lequel ils essuient en quelque sorte un peu les plâtres, on a pu se construire grâce à ce travail avec les partenaires. Bien, l'idée, c'est d'identifier ces phases qui sont un peu des pain points pour pouvoir les éviter au prochain projet à chaque fois. Donc, par exemple, capitaliser sur la réalisation de l'appariement. C'est
beaucoup de temps homme, beaucoup de travail, beaucoup de technicité que d'aller réaliser un appariement entre deux sources de données. Ça requiert un travail de plusieurs mois, alors qu'il y a certaines étapes de cet appariement qui pourraient être, on va dire, industrialisées. Donc nous, tout notre objectif, c'est vraiment d'essayer de simplifier la vie, de simplifier cet appariement en le travaillant de façon plus efficace et plus opérationnelle, et puis également en réalisant cet appariement avec le système national des données de santé via le catalogue. Une fois que l'appariement est fait entre une source de données et le SNDS, elle est faite une fois pour toutes. Du coup, ce temps-là est déjà mis un petit peu de côté. De même, l'intérêt, en tout cas, d'avoir une base de données qui sera intégrée au catalogue, sera de diminuer le temps de contractualisation, qui font souvent intervenir plusieurs acteurs. Quand on a une base de données, le catalogue, la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est énormément de temps de contractualisation. Donc, l'objectif, demain, quand les bases seront au catalogue, c'est que le conventionnement soit simplifié, qu'il se fasse finalement entre le dépositaire des données et le HDH, et que ça encadre finalement toutes les démarches futures. Ce qui évitera des travaux un petit peu redondants, et ce qui permettra aux porteurs de projets de vraiment se concentrer sur le contenu de sa recherche. C'est vraiment notre objectif. De même, des travaux techniques comme la mise en place d'un canal de transfert ou toute la partie d'exercice des droits des patients pour mettre en œuvre le RGPD. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de cette procédure de mise au catalogue. Donc l'idée, c'était de vous faire rapidement un petit historique pour vous donner un aperçu du chemin réglementaire pour cette mise au catalogue. Donc en 2019, le HDH a été créé. En avril 2020, des premières bases ont déjà été partagées au catalogue, qui sont les bases de l'épidémie Covid dans le cadre de l'urgence sanitaire. En juin 2021, le HDH a été positionné comme co-responsable de traitement de la base principale, ce qui veut dire qu'aux côtés de la CNAM, le HDH peut opérer et préparer les extractions, travailler avec main dans la main avec la CNAM pour l'usage de ces données du SNDS. En juillet 2021, un comité stratégique des données de santé a été créé, présidé par le ministre, et une première liste de bases a été déposée. Le projet d'arrêté a ensuite été soumis et publié le 12 mai 2022. Donc, à partir du 12 mai 2022, ça y est, on a eu une première liste de bases qui ont vocation à être partagées via le HDH. Donc, c'est le catalogue du SNDS. Et ici, je vous présente l'exhaustivité de ces bases. Donc, on a des bases Covid, et vous voyez, on a une dizaine de bases stratégiques d'intérêt qui vont être du coup chaînées au SNDS. Donc, on a par exemple la base nationale pour les maladies rares, la BNDMR, qui est portée par l'INSERM, par la PHP, Hépater, une base sur les corps de patients infectés par le virus de l'hépatite B et C, portée par l'INSERM. On a une base du CHU de Bordeaux, mais Memento également sur la maladie d'Alzheimer. Santé publique France avec la base au secours, une base de l'ARS Île-de-France IMUST, une base également d'industrie pharmaceutique Roche, qui est la base ATU, donc c'est une base de données qui sont collectées dans le cadre des accès précoces pour le traitement du cancer bronchique. Donc globalement, on a ces bases-là qui ont la particularité d'avoir vraiment un intérêt stratégique sur leur thématique, sur la nature des données, leur qualité et leur conformité à un certain référentiel de la CNIL. Donc, l'objectif du LZATEB, au-delà de la mise à disposition de ces bases de données, c'est aussi d'aller encore plus loin que la mise à disposition de ces bases existantes, mais c'est de travailler également à l'émergence de nouvelles bases de données pour pouvoir encore venir enrichir ce catalogue de données. Donc pour ça, on a plusieurs projets auxquels on participe. Notamment, on a été lauréat d'un appel à projet avec 4 autres établissements de santé, le Centre Léon Bérard, le CHRU de Nancy, les HCL, Paris-Saint-Joseph, et également en partenariat avec l'Université de Bordeaux. Donc un appel à projet qui vise à constituer une base de données multicentrique sur plus de 200 000 patients permettant de documenter
l'usage des médicaments associés à chaque patient. Donc là, on a une grosse base de données qui vise également à être partagée. Ensuite, et on en parlera de façon plus approfondie après, l'objectif également de construire et de constituer des entrepôts de données de santé avec un financement porté par le ministère de la Santé de 50 millions d'euros qui vise à déployer en France des entrepôts de données de santé. Là aussi, l'objectif est à terme d'avoir une partie des bases de données identifiées en lien avec chaque acteur mis au catalogue de données du SNDS. Et enfin, un projet qui démarre tout juste, qui s'appelle P4DP, Project Platform for Data in Primary Care, et pour lequel le HDH est membre du consortium, vise à créer un entrepôt de données de médecine de ville. Donc là aussi, on imagine à quel point ça va apporter de la valeur d'avoir un suivi avec ces données de médecine de ville, ces données médicales, une fois que ce projet sera réalisé. Donc, c'est un projet avec un budget important, 11 millions d'euros sur 3 ans, et qui est porté par des partenaires industriels, hospitaliers, académiques, ainsi que le Collège national des généralistes enseignants. Donc, pas mal de perspectives, en tout cas, dans cette idée de construire un catalogue riche, enrichi de données, en tout cas, médicales. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille encore un cran plus loin sur les partenariats avec les établissements de santé et vous expliquer un petit peu les travaux qu'on met en place pour passer à l'échelle et massifier les données, du coup, au niveau des établissements de santé. Ce qui va être capital ici, ça va être important de travailler avec plusieurs établissements à la fois et bon, que c'est facile à dire, mais c'est bien plus difficile à faire. Et donc, nous, en méthodologie, l'idée, c'est toujours de travailler avec un cas d'usage qui va mobiliser plusieurs établissements et ensemble, on va essayer de résoudre les défis qui sont liés à la mise en commun des données entre différents établissements de santé. La manière de collecter des informations sont dans des outils différents, que ce soit en imagerie, dans les DPI. Donc, il va falloir à chaque fois travailler à s'aligner, à construire des standards d'interopérabilité, à partager un certain nombre d'outils de préparation des données, s'aligner sur certaines démarches réglementaires. Donc, on a tout un travail qui nous permet vraiment d'avoir les mains dans le cambouis avec les établissements de santé, comprendre la manière dont les données sont collectées pour pouvoir ensuite, je dirais, développer une méthodologie plus large qu'on pourra reproduire sur d'autres projets, d'autres cas d'usage avec d'autres établissements. Ensuite, l'objectif, une fois que c'est ce début d'entrepôt, finalement, autour de ce cas d'usage est construit, l'idée, c'est d'organiser la réutilisation des données par les établissements partenaires. Voilà, une fois qu'on a fait ce travail, que les standards d'interopérabilité ont été construits, que toute la base de données est harmonisée, l'idée, c'est de construire un cadre pour que ces partenaires puissent réutiliser ces bases de données de façon plus simple possible, donc avec un accord de consortium, avec des règles de gouvernance particulières. Donc ça aussi, c'est un point important pour passer à l'échelle. Et enfin, l'idée, c'est aussi toujours dans la même logique, d'enrichir de manière pérenne la base principale du SNDS et apporter une visibilité sur ces bases, finalement, qui à ce jour étaient utilisées plutôt très localement et de façon pas forcément coordonnée. Donc, l'idée, c'est d'apporter la visibilité de cette base et pour favoriser potentiellement des partenariats. Et donc, si on regarde un petit peu plus concrètement les projets qui sont en cours, en tout cas en cours de lancement ou d'échange avec certains partenaires, on a toujours un chef de file et des porteurs hospitaliers qui se raccrochent. Donc, on a un projet avec le CHU de Guadeloupe. Donc là, pour l'instant, on est en train d'envisager un projet sur la rétinopathie drépanocytaire et d'identifier des centres en métropole et dans les DROMCOM qui pourraient rejoindre ce consortium pour travailler ce cas d'usage. De même, un projet de score prédictif de gravité des AVC ischémiques porté par Saint-Joseph, et on a le CHU de Caen notamment qui est sur ce projet-là. Un projet de dyspnée aiguë, CHRU de Nancy avec les HCL, et un autre projet sur la santé mentale. Voilà, donc vous l'avez compris, pour augmenter finalement les capacités à mener des projets multicentriques, il faut qu'on investisse, et on y arrive, dans des entrepôts de données de santé. Là, très rapidement, l'idée, c'est un petit peu de vous schématiser à quoi ressemble
le système d'information au niveau d'un hôpital qui ne serait pas encore structuré en entrepôt de données de santé. On a des hôpitaux qui sont déjà très, très avancés sur le sujet, mais ceux qui seraient moins avancés auraient des sources de données hétérogènes, non standardisées, dispersées, avec des registres d'un côté, le DPI de l'hôpital de l'autre, le logiciel de biologie, de radiologie, des urgences, PMSI, autres sources de données, parce qu'on a aussi des médecins qui vont constituer leur propre base de données. Donc, beaucoup de données pas structurées, donc malheureusement, difficilement exploitables et disponibles. Donc ça, c'est vraiment avant la mise en place d'un entrepôt de données de santé, et c'est normal, ces données, elles sont là finalement pour soigner le patient. Donc, pour passer finalement à l'étape supérieure qui va être de se dire, ces données, finalement, on va les prendre pour pouvoir construire un entrepôt de données de santé qui permettra de structurer, de coordonner, d'interconnecter toutes ces sources de données de manière à ce qu'elles puissent être réutilisées derrière pour le pilotage de l'hôpital, par exemple. Ça, c'est un point qui est majeur pour de nouveaux projets, pour ouvrir des opportunités de collaboration avec l'extérieur, les académiques, les industriels, des établissements en France, à l'étranger, avoir finalement un catalogue de données utilisables directement utilisables sans avoir besoin d'aller chercher les informations qui seraient bien trop chronophages pour chaque acteur. Donc, c'est vraiment dans cette perspective qu'en 2022, le ministère de la Santé a lancé l'appel à projet pour accélérer l'émergence des entrepôts de données de santé en France. Et donc, on arrive là à la fin des auditions et à l'identification des lauréats qui seront annoncés prochainement. Et dans ce cadre-là, le HDH va appuyer la DGOS en accompagnant les établissements de santé lauréats dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc à la fois sur ce pan-là, mais également animer la réflexion au niveau national sur finalement qu'est-ce que ça doit être un entrepôt de données de santé en France, à quoi ça doit ressembler, quels doivent être le minimum set de données importants, quelles sont les grandes règles de gouvernance. Donc il va y avoir un aller-retour entre le travail terrain auprès des hospitaliers pour la construction de ces 2DS et une réflexion plus globale, plus nationale, stratégique avec le ministère, avec une roadmap qui s'orchestre à peu près comme ceci. Donc, une première phase vraiment de cadrage avec l'objectif d'identifier un socle de données de départ des cas d'usage. OK, à minima, dans les EDS nationaux, quelles sont les données qu'on doit avoir, sous quel format, sous quel standard. Ensuite, on aura une étape de cadrage réglementaire et un modèle de gouvernance. Comment les porteurs de projets pourront avoir accès à ces données de santé. Là, par exemple, la CNIL, elle va imposer ce qui existe souvent, un comité éthique et scientifique qui visera les protocoles soumis avant de pouvoir avoir accès à ces données de santé, bien sûr encadrées par la réglementation CNIL. Après cette phase de cadrage, donc la phase de déploiement plus technique, donc où on accompagnera aussi les porteurs avec le choix de solutions technologiques, de bonnes pratiques à mettre en place et la mise en œuvre des standards d'interopérabilité pour une mise en réseau potentielle sur certaines dimensions des différents entrepôts de données de santé. Alors via par exemple des standards comme OMOP ou d'autres formats qui pourraient être explorés. Et bien sûr, enfin, l'important, et ça c'est aussi le nerf de la guerre, le sujet de valorisation est important. Et pour le coup, il y a tout un travail qui est mis en place avec un groupe de travail financement des bases de données, des entrepôts de données de santé, avec une note qui devrait sortir prochainement et une phase 2 qui s'amorce avec la construction d'une grille tarifaire unique pour ces entrepôts de données de santé. Avec du coup la perspective, une fois la mise en place de tous ces éléments, et bien d'une mise au catalogue du SNDS. Donc voilà, là c'était plutôt la perspective, on va dire, des établissements de santé. Du coup, ça signifie quoi pour les utilisateurs, Je suis porteur de projet, je veux accéder à des données de santé. En quoi ça me simplifie la vie? Eh bien, sur plusieurs étapes, bien sûr sur l'exploration. Alors aujourd'hui, finalement, c'était pas forcément possible dans des hôpitaux qui n'avaient pas d'EDS d'aller avoir en visibilité les données disponibles. L'idée, c'est d'avoir un EDS avec un catalogue de métadonnées qui va permettre aux porteurs de projets en visibilité de se dire quelles sont les données
que j'ai disponibles dans mon EDS et voir si le projet est faisable et quelles sont les données qu'il pourra mobiliser. Une fois qu'il a fait cette analyse, et c'est déjà une grosse étape, eh bien, il y aura un formulaire d'accès qui permettra facilement au porteur d'expliquer sa demande d'accès à la gouvernance de l'EDS, qui pourra échanger du coup avec ce porteur. Une fois que ce projet est accepté, eh bien, la contractualisation sera simplifiée. Le porteur pourra contractualiser avec l'EDS et pour pouvoir recevoir ensuite les données, je dirais, après en fonction du contrat type qui aura été envisagé dans la construction même de l'EDS. L'idée, c'est vraiment de ne pas aller juste sur l'infrastructure, mais d'aller au-delà avec toute la documentation qui va permettre d'avoir accès à ces données de santé. Puis, les données seront livrées et pourront être analysées alors, en fonction sur la plateforme, je dirais, qui sera négociée au sein de l'EDS. Et enfin, ce qui est très important, c'est vraiment le devoir de transparence et de valorisation. On est là encore sur de l'argent public. Donc, les caractéristiques du projet elles devront être rendues publiques sur le registre de l'EDS et les résultats seront partagés une fois que le projet sera finalisé. Et évidemment, l'objectif, c'est aussi que ces résultats, une fois présentés, citent, remercient les équipes selon les modalités négociées et notamment les porteurs de cette base de données sans qui les études n'auraient pas pu voir le jour. Donc, voilà globalement pour le chantier EDS, entrepôt de données de santé. Donc, le projet, il avance. Les lauréats vont être prochainement annoncés et du coup, les travaux vont pouvoir commencer rapidement. Donc, le dernier volet que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet plus européen. C'est vrai qu'au-delà de la sphère nationale, le HDH a acquis une légitimité forte, notamment au niveau européen. Bien sûr, grâce à la richesse et l'existence de ces bases de données, grâce à la création du Health Data Hub avec ses premiers résultats aussi, aujourd'hui, la France est considérée au niveau européen comme l'un des pays les plus engagés dans le développement des usages des données de santé. Donc, dans le but de faciliter l'accès aux différents types de données disponibles au sein des États membres, la Commission européenne a identifié la constitution d'un espace européen des données santé, ou EHDS, qui est l'une des priorités de la politique de santé européenne. Donc, dans ce cadre, le Health Data Hub est très moteur, notamment à travers 2 projets. Donc, le projet dont je vous parlais avec le consortium des 4 établissements de santé et le projet avec l'EMA sur la constitution d'une base clinique multicentrique. Et bien sûr, sur ce projet de HDS qui réunit un consortium de plus de 15 acteurs, 15 partenaires européens qui vont être des hubs nationaux comme le Health Data Hub, des institutions comme le EMA ou d'autres associations ou infrastructures qui vont venir contribuer à la préfiguration de cet espace européen de santé, de données de santé. Et donc, c'est en juillet 2022 qu'on nous a confié justement le pilotage de ce projet. Alors, quel est finalement l'objectif de ce projet? L'idée, c'est de favoriser le partage de données à une échelle européenne. Et ça, c'est un point qui est devenu, comme je vous le disais, prioritaire pour éviter d'abord un certain nombre d'obstacles à la mise en œuvre de l'usage des données de santé. Le risque, c'est qu'il y ait un marché des données de santé. Avoir un marché des données de santé, ça veut dire qu'on va fragmenter les données, des multiples règles d'utilisation, des modalités d'accès différentes. Et finalement, quelque part, on perd l'intérêt d'avoir justement accès à ces données de santé si elles sont toutes fragmentées, si elles ne peuvent pas se parler, si on ne peut pas les massifier, forcément, les recherches seront appauvries. Donc, l'objectif, c'est de créer un cadre européen de gouvernance d'accès aux données de santé qui va permettre de bénéficier entièrement, pleinement de l'ensemble de ces données de santé qui ne seront pas seulement fragmentées, qui seront plus fragmentées, on va dire, régionalement, nationalement, qui permettront d'être ouvertes de façon beaucoup plus large. Donc ça, c'est vraiment la cible, on n'y est pas encore, mais c'est l'ambition. Et donc, on a eu ce Data Governance Act en 2020 qui a été créé pour construire un véritable marché unique des données de santé. La Joint Action TEDAS Towards the European Health
Health Data Space. Alors, c'est une consultation globale de l'écosystème de santé européen avec des citoyens, avec des acteurs de la donnée de santé pour réfléchir sur la seconde vie des données de santé et qui ont permis d'apporter un cadrage aux travaux sur le consortium pilote de l'espace européen des données de santé et qui a donné lieu à la proposition de règlement pour l'espace européen des données de santé. Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais les grandes lignes du règlement qui portent une attention particulière aux barrières à la réutilisation des données de santé. L'idée, et ce règlement se veut assez pragmatique finalement dans sa description, avec un objectif de réduire les délais de mise à disposition des données. Alors, c'est un problème en France, c'est un problème ailleurs aussi. Donc, comment on fait concrètement pour que ces données puissent servir le plus rapidement possible l'intérêt, la sécurité sanitaire des Européens. Clarifier le périmètre des données. Clarifier également les modalités d'accès, qui a accès, quels sont les rôles et responsabilités des porteurs de projets, des porteurs de base, de ceux qui vont y avoir accès, responsables de traitement et autres types de rôles. Une mise en œuvre pragmatique du RGPD, comment concrètement un citoyen va pouvoir exercer ses droits de façon facile. Encadrer également les questions sur la tarification et simplifier les projets transfrontaliers. Donc ça, c'est aussi un des objectifs ultimes. Et donc pour ça, les trois instruments de la création de HDS, je vous l'ai présenté avant, je ne vais pas y revenir, c'est juste pour vous montrer les grandes lignes, le cadrage avec TEDAS Joint Action, le test qui est en cours, et là je vais rentrer un peu plus dans le détail, de European Health Data Space, et un troisième volet qui est tout récent, qui va viser à accélérer la mise en place d'organismes d'accès aux données de santé. Donc, le HDS va construire une version bêta de l'espace européen des données de santé. C'est très bien, c'est un peu le cœur et le noyau. Mais l'idée pour accélérer, c'est derrière que les différents noyaux nationaux puissent être mis en place, comme en France le Health Data Hub, comme organisme d'accès pour les pays et qui soit un peu l'instance clé, le nœud clé pour un certain nombre rentrer un certain nombre de données, déjà un métacatalogue de données qui existerait sur le territoire national et qui pourrait être mis en visibilité plus au niveau européen. Donc, ce serait aussi un portail pour recevoir, traiter, répondre aux demandes d'accès et un environnement, bien sûr, de traitement sécurisé. Tout cela serait connecté, du coup, à cet espace européen des données de santé. Donc, ce prototype va donc être construit avec 17 partenaires, 9 pays sur 2 ans et un financement européen de 5 millions d'euros. Donc, concrètement, l'objectif, c'est de travailler de façon aussi très pragmatique et de simuler les cas d'usage concrets. Comment, en fait, finalement, le porteur de projet européen pourra accéder à ces données. Donc ça, c'est vraiment la cible et c'est ce qui drive toutes les discussions, tous les travaux qui fonctionnent en work package avec des leads des différents participants de ces 17 partenaires pour pouvoir atterrir sur un projet d'espace européen des données de santé. Donc la première étape, et on va retrouver un petit peu le même cheminement que pour les EDS, c'est la recherche des données. Quels sont les standards de métadonnées que je vais avoir dans tous les nœuds. Donc, on s'aligne, on se met d'accord sur les standards. Ensuite, comment on organise et on orchestre des requêtes fédérées. Donc, je recherche des données de santé, je ne sais pas, en diabétologie, je vais les rechercher sur les différents hubs, mais j'ai un portail qui me permettra d'accéder à ces données. Ensuite, bien sûr, la même chose, formulaire de demande d'accès unique et conditions d'utilisation. L'idée, ça ne va pas être de faire une demande en Finlande, en Suède, en France. Une demande complète. Donc ça, c'est un gros travail aussi réglementaire à construire. Et puis ensuite, effectivement, la préparation des données avec les standards d'interopérabilité et tous les sujets de protocole de transfert de données, d'information des citoyens. Et à la fin, publication de l'étude et de la valorisation. Voilà, en s'appuyant du coup sur cette infrastructure technique. Donc, l'objectif, c'est, après la phase de cadrage, c'est de développer une preuve de concept et un MVP et ensuite de le déployer en réseau. Donc, tous ces travaux, alors, se font pas à vide. L'idée, c'est
à chaque fois, comme pour nous, les projets multicentriques, c'est de travailler du particulier pour aller au général. Travailler sur un use case et puis en tirer des conclusions et puis améliorer l'outil. Donc, on a 5 cas d'usage qui ont été identifiés et qui sont portés à chaque fois par un pilote. Un sur la surveillance de la résistance antimicrobienne, porté par ECDC. Un autre porté par l'EMA sur l'identification des risques de troubles de la coagulation chez les patients atteints de COVID-19. Un troisième use case porté par Sciences Anno sur l'utilisation des tests, les hospitalisations et l'adhésion à la vaccination chez les populations vulnérables. Le quatrième est porté par le Health Data Hub. Donc, c'est un projet qui est destiné à anticiper les parcours de soins dans les maladies cardio-métaboliques grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, le cinquième use case, c'est l'identification des signatures génomiques caractéristiques des différents types de cancers colorectaux portés par Elixir. Voilà, donc pour conclure, je pense que c'était déjà assez riche et j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Pour finir, je voulais juste vous donner quelques perspectives. Donc là, vous avez eu une vision un petit peu de ce qu'on a fait en 2022, de ce qu'on a commencé à amorcer en 2023. Tout cela, bien sûr, se structure sur un certain nombre d'axes stratégiques et notre feuille de route pluriannuelle qui a été construite avec les différents acteurs de l'écosystème, à travers aussi 4 groupes de travail. Cette feuille de route pluriannuelle, elle a été présentée lors de notre conseil d'administration et elle a été approuvée en juin dernier. Globalement, l'idée, c'est quand même de poursuivre sur la lancée de ce qu'on a commencé. Donc, de renforcer nos actions autour de nos 4 axes stratégiques et bien sûr d'accélérer les liens avec l'Europe et les autres hubs de santé à l'échelle régionale et locale. Concrètement, sur le premier axe, réduire les délais d'accès aux données de santé. L'idée, c'est que demain, quand il y aura un projet qui nécessite un appariement avec plusieurs sources de données, c'est qu'on arrive à le faire en 7 mois. On n'y est pas encore et je pense que mon Xavier pourra également en témoigner, mais c'est vraiment notre objectif et justement en travaillant avec des porteurs au quotidien, c'est d'identifier les points problématiques, travailler main dans la main avec la CNIL, avec la CNAM, avec le CESRES pour justement trouver les meilleures voies pour réduire ces délais d'accès. Multiplier les projets impactants. On a aussi en cible pour 2024 d'avoir un fonds de roulement d'à peu près 200 projets qui vont tourner utilisant la plateforme tous les ans. Donc là, on en est à 80, on va être peut-être une centaine d'ici la fin du mois. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà, petit à petit, on accélère pour accompagner de plus en plus de projets et d'industrialiser notre démarche. Axe 2, mettre à disposition les données de la base principale, l'enrichir et faciliter sa réutilisation. Donc là encore, on va continuer nos travaux avec le comité stratégique des données de santé, avec les premiers projets qui vont construire des premières bases et qui vont pouvoir les partager et les mettre au catalogue et les mettre en visibilité. Axe 3, renforcer les connexions du Health Data Hub avec les acteurs de l'écosystème. Donc, on va le faire avec les projets d'entrepôt de données de santé. On va le faire au-delà de l'écosystème avec d'autres ministères en travaillant avec de nouveaux acteurs. L'idée pour nous, c'est de nouer 40 nouveaux partenariats avec des infrastructures locales ou mutualiser des travaux en commun sur des partenaires qui ne seraient pas encore dans notre écosystème. Et enfin, toujours un axe dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est au cœur aussi de notre stratégie, c'est d'être à l'écoute de la société civile et co-construire une culture de la donnée de santé. Aujourd'hui, ces données, elles sont produites par les patients, elles sont leur propriété, et sans ces patients-là, pas d'études, pas de recherche et pas d'avancée. Donc l'idée, c'est vraiment que ces patients soient partie prenante de ces projets, et l'idée, c'est d'augmenter par 3 nos échanges avec la société civile pour mieux expliquer, former, comprendre et puis écouter la voix des citoyens sur la construction de ces entrepôts et l'usage de ces données. Voilà, je pense que j'ai bien fait le tour. J'espère que vous êtes tous encore là et je suis à votre disposition pour des questions. On est tous là, donc en effet, on va passer à une phase de questions avant d'introduire la partie suivante. Moi, je ne vois pas les mains se lever, mais allez-y, ouvrez vos micros, prenez la parole. Alors du coup, en attendant que les gens préparent leurs petites notes, moi j'avais deux questions, Carole. Premièrement, on entend... Ah,
j'ai une première question de Monsieur Garin qui est, si tu pouvais la poser en direct plutôt que sur le chat. Allô, Oh, oui, allô? oui, Ah, bonjour voilà, Jean-Louis. ça sera plus sympa, ça sera plus sympa. Voilà. Vas-y. Oui, non, en fait, moi, la question était assez simple. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plutôt des types de partenariats actuellement que vous recherchez justement dans le cadre de cette mise en œuvre? C'est les partenariats privés, comment on peut vous accompagner et quel type de partenariat vous êtes actuellement en besoin? Merci de la question. Alors aujourd'hui, donc pour les partenariats privés, je pense qu'on a à peu près un tiers de nos projets qui sont des partenariats publics-privés. On accompagne des projets, par exemple comme le projet Hydro qui est porté par la startup Implicity, qui est un projet de solutions connectées pour le suivi des troubles cardiaques de patients à travers des pacemakers et des données qui sont collectées et qui vont être chaînées au système national des données de santé pour identifier des rechutes ou des problématiques de troubles de rythme qui pourraient être anticipées. Donc, ils travaillent à construire un algorithme pour mieux dépister et anticiper un certain nombre de rechutes d'un point de vue cardiaque. Nous, aujourd'hui, on est dans une phase où on fait plus des appels à projets de façon un peu thématique. Donc, peut-être prochainement sur des thématiques de données de vie réelle, des thématiques de prévention ou des thématiques pathologies particulières. Donc, ce sera vraiment dans ce cadre-là où nous, on va identifier des projets partenaires. Donc, c'est des projets souvent en plus qui sont constitués entre des industriels et des hospitaliers. Donc, je dirais que c'est plutôt ces typologies de projets, mais dans le cadre de ces appels à projets, dans cette phase-là. Quand on sera dans une phase où on sera un petit peu plus, on va dire, nombreux, staffés pour accompagner plus de projets, ben, tout porteur de projet pourra taper à la porte, enfin, tout porteur de projet ayant une idée et un projet d'intérêt général pourra taper à la porte et être accompagné. D'accord, merci. Non, en fait, moi, la question, elle portait plutôt sur le fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre, est-ce que vous recherchez des compétences particulières lors de commissions ou autres afin de vous accompagner sur un savoir-faire en particulier, hein. Voilà, tout simplement. Oui, je comprends, oui, tout à fait. Alors, je sais que j'ai spontanément reçoit souvent voilà, des propositions d'experts un peu avec une techno particulière, donc il ne faut pas hésiter à nous l'envoyer. Je n'ai pas une visibilité sur tous les besoins, notamment avec les équipes techniques ou produits qui, eux, auront une visibilité probablement un peu plus précise. Mais par exemple, on a des solutions d'EDS qui viennent nous voir et qui nous disent, nous, on a les capacités pour pouvoir construire un EDS. L'idée, c'est qu'on ait un peu une visibilité de tous ces acteurs potentiellement pour accélérer ces projets de données de santé. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer voilà, vos coordonnées, nous contacter. Et puis, moi je peux faire le relais derrière sur ces technos. Je sais que, par exemple, on travaille aussi beaucoup avec la FIAC, qui est la filière intelligence artificielle et cancer, justement, qui vise à travailler avec tous les nouvelles technos, techno d'IA, techno d'accélération de ces projets et qui référence des technologies. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter vraiment à se rapprocher de tous les acteurs justement qui sont en demande de ces briques. Donc, moi, envoyez-moi à la limite je sais pas, une plaquette ou un mail. Moi, ça me permet en tout cas de voir s'il y a un besoin interne. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup. Carole, moi j'avais une petite question. On est à Toulouse, donc Toulouse c'est un gros centre météorologique et puis évidemment aéronautique et espace. On sait que la santé c'est aussi impacté par les déplacements et puis la météo. Est-ce que le Health Data Hub envisage de faire de la peut-être croisement de données, fertilisation croisée entre les organismes de santé que vous êtes, et les organismes de météo ou de l'espace et de l'aéronautique? Alors, je sais qu'il y avait un projet avec l'ESA, mais Oui, je n'ai pas exactement. tellement plus d'infos. Je ne sais pas où en est ce projet. En tout cas, oui, c'est sûr qu'on cherche à un moment de sortir de juste cette perspective données de santé. On le voit avec l'appel à projet Green Data for Health, où Oui. l'idée, c'est de creuser aussi des bases de données environnement avec, je ne sais pas, des imprégnations, pesticides, le bruit, des thématiques particulières. L'idée, c'est quand même toujours d'être dans des thématiques qui vont être stratégiques et qui sont souvent issues soit des feuilles de route ministérielles ou autres et qui vont permettre un peu de se focaliser sur des thématiques qui vont vraiment apporter de la valeur derrière.
Oui, en tout cas, c'est des perspectives. Et nous, ces éléments de sourcing, ils sont captés chez nous par la direction médicale et scientifique, Ouais. qui captent, on va dire, un peu les tendances, les besoins, pour que derrière soient constitués et construits nos appels à projets pour répondre aux besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la deuxième partie? Bonjour Simon Breton, moi j'avais quelques petites questions. Merci pour cette présentation là qui clarifie vraiment le périmètre. J'ai une question rapide. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le Health Hub alors je ne sais pas si c'est vos équipes ou dans l'organisation? On est une centaine. Moi, au niveau de la direction des partenariats, on est 9 à peu près. L'idée, c'est qu'on croisse, mais oui, effectivement, on est une centaine. Ok, merci. Effectivement, moi j'avais une vision peut-être un peu technique des choses et on voit qu'il y a vraiment une vision de gestion de projet. Et j'en viens à ma vraie question qui semble être vraiment autour de la recherche, du lien avec les chercheurs, tous les organismes de recherche pour aller effectivement améliorer peut-être des recherches de médicaments, des traitements, des capacités de détection et ainsi de suite. Vous avez néanmoins parlé après de la partie EDS, donc quelque part, si j'emploie un autre gros mot qu'on connaît bien dans l'informatique, c'est l'ERP, donc le logiciel socle du système de santé d'un hôpital ou peut-être également sur le monde privé. Mais vous avez très peu parlé finalement de performance opérationnelle ou en tout cas de comment améliorer le quotidien des médecins, des services support dans les administrations. Comment ce sujet-là, qui est un sujet... vous voyez, avant cette présentation, j'étais sur une présentation présentée sur le secteur public et tous les organismes publics ont comme dans leur feuille de route là, optimisation de la performance. Et néanmoins, je constate avec un certain regret que c'est un sujet qui est souvent passé derrière l'accessibilité des usagers, derrière effectivement l'aspect recherche que vous avez largement présenté. Donc voilà, j'étais curieux de connaître un peu votre vision là-dessus et de comment, sur ce sujet-là, qui est finalement pas un sujet de santé cœur, mais qui peut être très régulièrement amené à toucher des données de santé, ne serait-ce que de par les patients ou de par les informations qu'on va manipuler. Comment ça s'intègre dans votre feuille de route? Voilà. Et merci pour la question. Elle est vaste et je n'aurai pas forcément de réponse, mais à tout. Mais en tout cas, quelques pistes et peut-être professeur de Boissozon pourrait compléter aussi avec son expérience terrain. Je pense que les problématiques support d'organisation au niveau des hôpitaux pour le soin primaire, c'est moins, on va dire, dans nos réflexions, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'on doit pouvoir, en tout cas, apporter des réponses avec potentiellement des outils de pilotage grâce aux EDS qui permettraient d'apporter des clés finalement au niveau des hôpitaux, peut-être pour mieux gérer, organiser les soins. Et ça, je ne saurais pas donner tellement plus de réponses là-dessus. Après, nous, dans la réflexion et la construction des EDS, c'est sûr qu'on est sur de la réutilisation. On n'est pas sur les soins d'urgence, le soin aux patients. Donc, on est dans une étape qui est un petit peu à côté du soin départ. On l'a quand même tout de suite réfléchi en se disant comment on peut diminuer certains fardeaux qui vont être liés à la répétition de certaines tâches. Donc, on parlait des appariements, à la répétition des sujets de contractualisation qui prennent énormément de temps et de bande passante aux équipes. Et souvent, on se dit c'est les juristes, mais en fait, non. Souvent, c'est les porteurs de projets, c'est les médecins qui sont là à faire le lien, à prendre du temps, et c'est du temps qu'ils ont moins pour leurs patients, moins pour les temps de recherche et autres. Donc, nous, je dirais, dans notre perspective, on essaye aussi d'écouter et d'apprendre aussi parce qu'on n'a pas tout fait bien dès le début, on ne fait toujours pas tout bien dès le début. Donc, apprendre pour voir, OK, ce qui crée de la lourdeur, et on essaye de voir comment on peut tout de suite s'en saisir et le mettre un petit peu de côté en l'industrialisant. C'est un peu notre perspective. Maintenant, je ne pense pas qu'on résoudra tous les problèmes avec ça, mais voilà, je suis preneuse d'avoir peut-être d'autres avis là-dessus. Carole, si tu permets un petit complément par rapport à ça, je vais faire un lien assez direct. Le HDH, c'est des appels à projets avec la mise en œuvre d'entrepôts régionaux. Dans les entrepôts régionaux, on collecte des données, on réutilise des données. Et je vais prendre l'exemple d'un endroit qui est à Saint-Étienne où ils ont travaillé sur des jumeaux numériques
qui fonctionnent déjà. Et à partir de ces jumeaux numériques, on modélise le parcours aux urgences, on modélise l'affectation des soins, enfin des lits, pardon, et on va essayer de modéliser le parcours de soins. Et je trouve que c'est un exemple assez illustrant de ces sujets-là, parce que du coup, l'idée, c'est de dire, comme disait Carole tout à l'heure, comment est-ce que, à partir de ces entrepôts régionaux de données de santé, on permet de capitaliser sur la donnée et de les ouvrir à l'extérieur, dans les règles de l'art évidemment qui vont bien, et comment à partir de toutes ces données, on va entraîner du jumeau numérique, là qui va faire de l'opérationnel sur les circuits hospitaliers, puisque le jumeau numérique, on sait que Dassault vient de communiquer sur des performances de jumeaux numériques sur le cœur et le cerveau, qui sont très avancées, mais aussi on les utilise pour les process, et donc ça va dans le sens de ce que tu disais, Simon, je pense. Tout à fait, merci pour l'exemple, même si dans l'exemple c'est encore une fois du soin, on va dire. Non, c'est pas du soin, parce que c'est pas du soin du tout, puisque c'est de l'affectation de lit, et c'est de comment est-ce qu'on oriente le patient et quel circuit on le fait, quel circuit on lui fait prendre dans l'hôpital de manière à soulager la charge aussi des professionnels de santé. Donc là, on est bien dans de la logistique pure et dure. On est bien dans le cœur de ma question. On est dans de la logistique pure et dure, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme logistique. Excellent, merci pour les multiples réponses du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question, peut-être Jean-Louis. Vas-y. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Louis. Merci pour cette intervention, c'est bien parce que c'était très complet, donc voilà, ça a répondu à beaucoup de mes questions. Moi, je me posais une question que vous avez un peu évoquée, qui est celle de l'éthique, transparence et de la valorisation de toutes ces données, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un cadre qui est mis par le HDH dans le cadre de ces projets pour la non-vente des données ou pour le type de collaboration, parce qu'évidemment, il faut bien trouver un modèle économique à tout cela. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a des contraintes, quelle est votre réflexion sur ce point-là? Oui, évidemment, il y a des contraintes et on n'a pas aujourd'hui, malheureusement, les réponses à tout. Les données de santé, on n'a pas la propriété des données de santé, elles appartiennent aux patients, on ne peut pas les vendre en tant que telles. Donc, la question qui se pose, c'est comment on va réussir à maintenir, à financer ces projets. Est-ce que c'est l'argent public qui va financer le maintien de ces entrepôts? Est-ce que comment on va pouvoir envisager peut-être se dire finalement il y a des industriels qui sont prêts à payer aussi pour certaines choses, quels vont être les coûts d'accès pour les structures publiques, d'accès pour les structures privées. En fait, tous ces sujets-là sont en plein débat et en échange avec l'ensemble de l'écosystème dans le groupe de travail financement qui vise justement à identifier ces pistes qui doivent être en ligne aussi avec le Data Governance Act sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, mais en tout cas, c'est sûr que ce ne sera pas évident de financer si on est juste sur du service autour des données. Donc, les réponses, malheureusement, j'aurais bien aimé vous en apporter une aujourd'hui, mais la réflexion avance petit à petit. Je pense qu'il va falloir être créatif aussi pour proposer des choses qui soient dans le cadre réglementaire et qui, pour autant, vont permettre de maintenir et pérenniser ces activités. On sait que les financements, aujourd'hui, sont clairement, ne permettent pas forcément de tout couvrir. Hein, donc voilà, c'est un peu une réponse voilà, pas très satisfaisante, je l'entends, mais j'ai confiance qu'on puisse avoir des réponses dans les mois qui viennent. Je ne sais pas Carole, si la réponse… Pardon, Jean-Louis. Vas-y Céline, je t'en prie. Je ne sais pas si la réponse elle doit venir après ou si elle doit venir au commencement. Finalement, quand on se lance, c'est la première question qu'on se pose. Quel est le modèle économique de ce que je mets en place et comment je vais pouvoir longtemps le pérenniser? Après, c'est vrai que… pardon, vas-y Carole. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. L'idéal, ça serait d'arriver, de se poser, d'avoir les règles. Mais souvent, les règles, on va réussir à les construire en faisant des POC, en testant, moi, je travaille avec un projet intéressant. Alors là, on est plutôt sur de l'open data, c'est des données anonymes. Et se dire finalement, quand on partage, est-ce qu'on ne partagerait pas une partie des données? Et puis le reste, finalement, c'est un peu un teasing pour permettre un accès à des acteurs qui auraient besoin de plus. Enfin, je pense que c'est aussi en travaillant la donnée, en travaillant avec les acteurs, qu'ensemble, on va réussir à trouver des réponses. Je pense qu'avec tous les gens qui ont réfléchi sur la question, c'est vrai qu'on aurait réussi peut-être à trouver déjà des choses évidentes. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment use case par use case qu'on va réussir à se dire, bon, OK, on va réussir à construire une réponse à cette question
étape par étape. Mais pour l'instant, voilà, on n'est pas encore sec sur le sujet. Moi, je voulais rajouter que, évidemment, c'est un sujet central, hein, cette valeur de la donnée de santé. Moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'en effet, on est en train d'apprendre en marchant, mais en tout cas, le Health Data Hub est au centre de cette réflexion éthique. Je voulais préciser que le vice-président du Health Data Hub, c'est malgré tout le président de France Asso Santé. Donc, les patients potentiels qu'on est tous sont impliqués dans le Health Data Hub parce que, évidemment, je disais tout à l'heure, quand on discute avec les associations de patients, je crois qu'on est tous d'accord pour mettre nos données de santé à disposition sous conditions. Et les conditions, c'est quoi? Ben, évidemment, c'est qu'on ne nous les pique pas et qu'on ne nous les mette pas sur la place publique, ça c'est sûr, mais que les Français n'aient pas le sentiment que ces données de santé, ou les Européens d'ailleurs, c'est un marché et qu'on tond la laine sur le marché des Français, sur le dos des Français. Donc ça, c'est un vrai sujet. Tout à l'heure, Carole, tu disais un truc moi que je trouve très intéressant, que le Health Data Hub pilote, c'est aussi quelle est cette mise à disposition de données quand les données sont issues d'un financement public. Et il y a plein de questions qui se posaient sur le fait de dire on n'est non pas propriétaire de nos données de santé en France puisqu'on ne peut pas les vendre, on en est usufruitier, on le sait tous bien, on sait ce que ça veut dire. Mais du coup, quand ce sont des données qui ont été collectées par l'assurance maladie qui rentrent dans le cadre d'un remboursement de soins, comment est-ce qu'elles peuvent participer au bien public? Et donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Et je veux dire, on en parle souvent avec les acteurs du Health Data Hub, avec les associations de patients. Et c'est un enjeu majeur parce que je pense que si on n'a pas un discours clair sur ces sujets-là, le partage de la donnée de santé par les usagers, ça sera compliqué. Et là, pour le coup, je sais que c'est un sujet que le Health Data Hub a bien en tête. D'autres questions? Alors, Carole, je te propose de faire la transition avec le professeur de Boissozon, qui est à côté de moi, mais je te laisse le privilège de faire ça. Oui, d'abord, effectivement, le projet Absoren, c'est un projet qu'on a la chance d'accompagner depuis déjà quelques temps. Et c'est vrai, comme je le disais, nous, on ne serait pas là si on n'avait pas les projets qui étaient là à essuyer les plâtres avec nous, à nos côtés, tous les jours, sur toutes les étapes. Et on apprend encore aujourd'hui, et notamment avec les équipes d'Absoren. Donc, le projet Absoren, il est porté par le CHU de Toulouse et Collective Thinking. Il vise à fournir un outil permettant de repérer les patients victimes de traumatismes crâniens qui ne bénéficieraient pas de l'ensemble des soins qui leur seraient nécessaires. Voilà, mais je vais laisser le professeur de Boissozon et Laurine également à ses côtés, donc de l'équipe du CHU de Toulouse et porteurs de ce projet, vous en parler. Ils ont bien plus d'expérience et sauront bien plus vous en parler que moi. Eh bien, c'est à vous. Merci beaucoup, Carole. Il faudrait que vous arrêtiez le partage d'écran pour que je puisse prendre la main, s'il vous plaît. Ah oui, alors… Voilà. Hop. Voilà. Et super. Bon, alors, toc. Voilà. Alors, pendant que Xavier charge sa présentation, Grégoire Mercier, qui est le copilote de la Factory Santé, nous a rejoint depuis un petit moment déjà. Et Grégoire, c'est toi qui prendras le relais tout à l'heure. Bonjour. OK. Alors, donc, merci beaucoup de nous avoir invités pour illustrer ce bel exposé là, qui a été fait par Carole sur le Health Data Hub. Alors, on va se présenter. Laurine Verchien est la chef de projet au CHU de Toulouse sur ce projet Absoren, et moi, je suis le porteur de projet. Donc, Xavier de Boissozon, moi, je suis médecin au CHU de Toulouse et je suis enseignant-chercheur à la fac à l'université Paul Sabatier. Je suis un médecin qui est spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Donc, c'est la spécialité médicale qui, en général, travaille dans les centres de rééducation. Moi, je fais de la rééducation neurologique. Donc, je vais dire que je fais le service après-vente de la neurologie et de la neurochirurgie. Quand ils ont des patients qui, hélas, sont stabilisés mais n'ont pas tout récupéré, ils viennent dans mon service. Et je fais plutôt de la rééducation pour des gens qui ont des accidents vasculaires cérébraux, des traumatismes crâniens, sclérose en plaques, paraplégie, tétraplégie. Et à l'intérieur de tout ça, on a développé une spécificité sur les difficultés cognitives des gens qui ont fait un trauma crânien. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Alors,
On a été lauréat avec la société Collective Thinking, qui est une société parisienne, fondée par un Toulousain quand même. On est un peu chauvin, donc voilà. Mais il était Toulousain, mais il est parti à Paris. Donc il a développé une société qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les comptes rendus médicaux et optimiser la tarification, la valorisation des soins avec le PMSI. Cette société Collective Thinking et nous, en fait, on s'est réunis à l'occasion du premier confinement du Covid. On a beaucoup travaillé. Il y avait un appel d'offres qui est émané de la Banque publique d'investissement et de BPI France et du HDH qui tombait en juin 2020. Et donc, on a profité des 3 mois du confinement, du premier confinement, pour élaborer ce projet. Ça a été une période fantastique, extrêmement, vraiment très prolifique en idées, voilà. Et on s'est dit, on peut se lancer dans un projet qui est ambitieux, d'utiliser plusieurs intelligences artificielles successivement pour reconstruire des parcours de soins de patients trauma-crâniens qui sont passés au CHU de Toulouse. Et ensuite, les parcours de soins, les reconstruire avec les données du SNDS, et ensuite faire du clustering et essayer de faire du prédictif sur quels vont être les patients qui vont avoir des décrochages de leur parcours de soins pour peut-être demain faire un suivi rapproché de ces patients-là et leur donner les soins qu'ils méritent, qui existent et qu'ils n'ont pas. Alors, en 2 mots, je ne vais pas vous faire un grand topo sur le traumatisme crânien, mais c'est quelque chose qui devient extrêmement préoccupant parce que c'est beaucoup de gens jeunes qui ont des traumas crâniens, c'est ce que l'OMS appelle une épidémie silencieuse. Ils ont un handicap qui est le plus souvent un handicap invisible. Grosso modo, ils sortent de l'hôpital, ils marchent, ils peuvent parfois même reconduire très bien, mais ils ont des difficultés cognitives, comportementales, qui font que ça va mal se passer dans leur vie perso, dans leur vie professionnelle. Ça fait beaucoup de gens qui vont à l'arrivée être licenciés. Ils n'ont parfois même pas conscience eux-mêmes de leurs difficultés parce que la zone de leur cerveau qui leur permet de réaliser les difficultés, les troubles, a été abîmée. Donc ils ont, c'est un mot un peu barbare, l'anosognosie, l'absence de conscience de leurs difficultés. Et puis ils repartent dans la nature et ça aboutit à de la grande exclusion sociale. Donc pour le dire en 2 mots, on part d'un problème, le trauma crânien, qui est un problème aigu médical, et on aboutit à un problème qui est chronique et social. Voilà. L'objectif là qu'on avait, c'était de repérer ces patients à risque de mauvaise prise en charge et que moi je revois dans mes consultations bien plus tard après des parcours assez catastrophiques, voilà, et d'essayer de les repérer le plus tôt possible pour optimiser leur prise en charge et leur proposer les soins qui existent, mais qu'ils vont éviter, qu'ils vont partir et dont ils ne vont pas profiter. Donc, l'idée, c'était derrière d'être capable d'appliquer la même démarche sur d'autres parcours de soins dans d'autres pathologies chroniques. Et évidemment, il y avait aussi un côté entrepreneurial, créer des emplois et des outils pertinents pour travailler sur les parcours de soins et mieux faire de la logistique aussi, prévoir dimensionner les soins à offrir et récupérer les patients perdus de vue. Voilà. Et le parcours de soins, vous le savez, c'est quelque chose qui progressivement devient une entité qui va être valorisée. Quand Macron dit qu'on doit progressivement quitter ou abandonner progressivement la T2A, l'idée, c'est de plus valoriser l'activité, mais de valoriser l'épisode de soins ou le parcours de soins. Donc, il y a des enjeux économiques derrière, évidemment. Alors, les partenaires au sein du CHU de Toulouse, c'était le regroupement des chercheurs qui s'occupent de ces troubles cognitifs et de ce handicap cognitif, psychiatrique, sensoriel.
La direction des services, des systèmes d'information et de l'organisation est intervenue. Le département d'information médicale. Alors là, vous avez un peu ce que Carole décrivait tout à l'heure, hein, un grand CHU, enfin un grand CHU, faut être modeste, mais enfin voilà, un CHU de bonne taille en France, on va dire, qui a des services très différents, qui gèrent des bases de données qui sont parfois pas connectées du tout, avec le PMSI qui est géré complètement du côté du département d'information médicale, et puis le dossier patient informatisé qui est géré par des gens tout à fait extérieurs qui sont à la DSIO. Voilà. Une entité de recherche, l'unité d'évaluation médico-économique, et puis la direction de la recherche, puisqu'on a fait ça dans le cadre d'un projet vraiment de recherche. C'est du développement côté Collective Thinking, mais c'est vraiment de la recherche. Collective Thinking, donc je vous en ai dit 2 mots. C'est une société qui utilise le deep learning pour l'analyse du langage naturel et aller repérer les valorisations des parcours de soins qui n'ont pas été codés par les médecins ou les techniciens en information médicale, et du coup mieux valoriser les soins. C'est une société qui était déjà implantée au CHU de Toulouse, puisque nous, on utilisait leurs services pour mieux valoriser les soins du CHU. Et ça a été un élément déterminant dans l'avancée et la réussite du projet. Alors, je dis réussite, mais il n'est pas complètement achevé. Mais en tout cas, c'était un élément déterminant qui nous a permis d'avancer bien comme il faut, parce on avait déjà des accords avec eux pour travailler sur les données du CHU de Toulouse. Donc, on pouvait partager nos données et ça nous a permis de démarrer beaucoup plus vite que ce qu'il aurait fallu faire s'ils n'avaient pas été déjà partenaires. Et voilà, donc là, vous avez une vue d'ensemble du projet. Alors, je vais passer finalement assez rapidement je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces cases, mais vous avez une première phase ici en haut où on part des données du CHU de Toulouse, donc PMSI, le dossier patient informatisé, tout ce qui est séjour aux urgences, voilà. Et donc déjà des bases de données qui ne communiquent pas entre elles, hein, qui sont différentes, et on n'avait pas d'entrepôt de données de santé avec la structuration là, qui fait rêver que Carole nous a présenté. Mais donc il fallait déjà faire une cartographie de qu'est-ce qu'on a, comment y accéder, voilà. L'extraire pour les patients qui ont fait un traumatisme crânien au CHU de Toulouse. On en a 40 000 et quelques là sur 4 ans. Et faire tourner cette intelligence artificielle de Collective Thinking pour aller caractériser bien précisément quelles sont les caractéristiques justement médicales, sociales de nos patients traumatisés crâniens. Et une fois qu'on a fait ça, envoyer ça vers le Health Data Hub. Donc finalement, ce qu'on a dans les données du CHU de Toulouse, c'est une description précise des patients, voilà, sur des données qui sont pas que médicales, hein, j'insiste là-dessus, sur des données qui sont également plutôt sociales. Où est-ce qu'ils habitent, qui nous renseignent sur leur catégorie socio-économique, voilà, puisque le traumatisme crânien, il ne touche pas pareil les gens dans les catégories, enfin, en tout cas, les perdus de vue ne sont pas tout à fait les mêmes dans les catégories socio-professionnelles plus, et puis dans les catégories défavorisées. Donc, on est allé chercher dans les données du CHU de Toulouse des informations médicales et sociales pour bien décrire nos patients. On envoie ça vers le Health Data Hub. On récupère aussi du SNDS l'ensemble des parcours de soins hors CHU, hein, chez le kiné, chez l'orthophoniste, chez un médecin qui peut être un neurologue, un psychiatre, un rééducateur, voilà, et on transfère tout ça vers le HDH, sur l'espace projet du HDH, et une fois qu'on a ça, on fait tourner 2 intelligences artificielles pour le faire rapidement. Une intelligence artificielle qui va faire de la clusterisation de parcours de soins pour essayer de sortir. Alors, comme il y a 2 équipes qui travaillent dessus, là, il y a l'équipe de Collective Thinking et l'équipe de l'UME, il va y avoir des techniques un petit peu différentes qui vont être faites par les 2 équipes en termes de clusterisation. Mais l'idée, c'est d'aller voir
quels sont les parcours de soins plutôt logiques, cohérents, et quels sont les parcours de soins erratiques, un peu anarchiques, voilà, et repérer si les patients qui ont les facteurs de risque de décrochage, on peut les repérer le plus tôt possible en faisant tourner une dernière intelligence artificielle qui, elle, va faire du prédictif pour regarder quels sont les éléments le plus tôt possible dans le parcours de soins qui nous indiquent que ces patients vont décrocher plus tard. Alors, il y avait quelques diapos qui détaillent les différentes phases du projet, mais là, je vais passer un petit peu vite pour vous parler finalement en pratique de qu'est-ce qui s'est passé. On est parti en juillet, donc on a été lauréat en juillet 2020 et pour un projet qui devait durer 13 mois. Le CESRES dont a parlé Carole n'existait pas encore, c'était sa préfiguration, le CERES. On a donc, nous, été lauréats, on est passé devant l'équivalent du CESRES au sein du CHU de Toulouse pour dire, oui, c'est éthique et le CHU de Toulouse nous suit. Puis, on a déposé le projet au CESRES. C'est allé assez vite. On a fait ça rapidement. Par contre, après, il a fallu se lancer dans une première homologation. Donc, ça a pris 3 mois avec l'aide du Health Data Hub, pour avoir l'accord du CESRES. À Toussaint, on avait commencé en septembre, à Toussaint, à peu près, on avait l'accord. Par contre, ensuite, il a fallu se lancer dans une homologation qui est quelque chose de classique dans plein de sociétés qui ont des projets et des risques informatiques. Pour le CHU de Toulouse, ça a été une première. Donc, il a fallu concevoir la commission d'homologation. Il a fallu se lancer dans une analyse du risque informatique, du risque lié j'ai le terme privacy qui arrive, mais à la cybersécurité aussi. Oui, voilà, à la sécurité des données personnelles, de santé. Faire une PIA. Exactement, donc c'est ça, c'est la PIA. Donc il a fallu faire à la fois la PIA et l'analyse du risque informatique d'intrusion, et d'attaque. Donc ça a été relativement long. On a réussi à faire tout ça, mais après il a fallu passer à la CNIL. La CNIL a été particulièrement longue et difficile en nous demandant de revoir un petit peu notre homologation parce qu'il fallait que l'homologation inclue le périmètre des données du SNDS, alors que nous, c'était une homologation par le CHU de Toulouse, mais bon, on a revu l'homologation et finalement, on a eu l'accord de la CNIL qui est arrivé, l'autorisation CNIL, vous voyez, en juillet 2022, donc au bout de 2 ans. Alors, évidemment, il a fallu expliquer pourquoi le projet durait autant. Pour un projet de 13 mois, pourquoi il va en durer 3 fois plus. Mais on a été... alors maintenant, on est au stade où on demande l'autorisation de la CNAM pour avoir l'accès aux données du SNDS. Alors, heureusement, quand je montre cette diapo, je pense qu'il y a plein de gens qui partiraient en courant en se disant « mais quel parcours d'obstacles réglementaires ». Heureusement, on a pu en parallèle faire du travail avec Collective Thinking sur les données intra-CHU, sélectionner les données, travailler sur l'outil qui permet de vectoriser le parcours de soins, de l'informatiser en intra-CHU. On a une mise à disposition qui arrive là maintenant de données synthétiques du Health Data Hub qui va nous permettre de continuer ce travail préliminaire sur les données, sur des données de synthèse, mais de parcours de soins. Et puis, on va aboutir. Alors, j'ai un peu parlé avant mes diapos, mais grosso modo, donc, on a réussi à faire cette phase 1 qui était en amont des autorisations, puisqu'on travaillait en intra-CHU de Toulouse avec un partenaire Collective Thinking qui avait déjà accès à nos données CHU.
La phase 2, elle est en train d'être réalisée. Là, on attend l'accord CNAM, mais on va avoir les données incessamment sous peu. Là, ça doit se passer en février. Donc, sur l'espace projet. Et puis, on va se lancer maintenant dans l'utilisation de l'outil qu'on a déjà bien travaillé, du coup, hein, d'informatisation du parcours de soins, de vectorisation du parcours de soins, pour faire tourner les intelligences artificielles de clusterisation, puis le prédictif. Donc, une fin de projet, vous voyez, qui est prévue en février 2024, alors qu'elle aurait dû avoir lieu en septembre 2021. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. On essuyait les plâtres. On le savait en partant. C'est Carole qui a utilisé l'expression, hein, donc je la reprends. Oui, c'est vrai, on a beaucoup essuyé les plâtres en intra-CHU, aussi quand même, hein, vis-à-vis de la CNIL. On a additionné les complexités avec ce projet. Ça, on a des données qui sont non anonymes, hein, qui sont pseudonymisées, mais qui ne sont pas anonymes, qu'on transfère du CHU vers le HDH. Donc, si ça avait été anonyme, ça aurait été, les accords CNIL auraient été beaucoup plus faciles à avoir. On a une population sur laquelle on ne peut pas avoir la totalité des accords individuels. On a une population de 40 000 et quelques patients, dont la plupart, on a au mieux un numéro de téléphone et parfois on a un mail, mais le mail, on n'est pas, la CNIL nous a dit, vous n'êtes pas sûr de qui va ouvrir le mail, donc vous ne pouvez même pas leur dire que c'est une étude pour améliorer le parcours de soins du trauma crânien. C'est-à-dire qu'on peut envoyer, on peut et on doit envoyer un mail à la demande de la CNIL pour prévenir les gens qu'on va travailler sur leurs données de soins. On ne peut pas leur dire à quoi ça va servir, donc du coup c'est purement angoissant, et on doit leur dire qu'ils peuvent se retirer, enfin ils peuvent demander le retrait. Donc on a fait ça, Laurine a eu une petite avalanche de mails, mais une avalanche qui est relative quand on compare à 40 000 personnes. Voilà, mais en tout cas ça a sonné pendant quelques jours, le téléphone a sonné non-stop, et voilà, mais c'était ça, honnêtement, pour moi, c'est une belle, un beau dysfonctionnement, en tout cas un fonctionnement ubuesque de l'information qu'on ne peut pas donner parce qu'on dévoilerait l'information qu'il y a un trauma crânien, mais il y a quand même un Français sur 3 qui fait un trauma crânien dans sa vie, hein. Donc, et puis c'est pas honteux de faire un trauma crânien, mais grosso modo, on ne pouvait pas mettre le mot trauma crânien, on ne pouvait pas expliquer à quoi ça sert, mais il fallait informer les gens qu'ils pouvaient, ils pouvaient se retirer. Donc grosso modo, voilà, c'est anxiogène sans plus. Et puis après, on a, attendez, je passe là-dessus pour en venir à la conclusion. On a quand même un outil qui va être super. Là, on a de beaux outils qu'on va déployer pour analyser les parcours de soins. On espère que ça va, en prédictif, nous permettre de remonter sur l'identification de ces patients qu'il faut suivre de près, parce que sinon, ils n'auraient pas les soins qu'ils doivent avoir. Par contre, il y a vraiment, vous voyez, c'est le dernier point que j'ai mis dans ma conclusion, il y a une inertie, une lenteur qui est liée à la multiplicité des démarches réglementaires qu'on doit faire. Et cette inertie, alors même si le HDH nous a aidés, et en particulier, il nous aide beaucoup aux deux extrêmes, c'est-à-dire sur le CESRES et sur la CNAM, mais au milieu, il y a quand même la CNIL qui aura été un vrai problème. Et là-dessus, malgré l'action du HDH, ça a été très long. Et ce qui est terrible, je trouve, c'est que ces démarches réglementaires, on doit les faire en série. Vous voyez, on ne peut pas faire un dossier et dire, allez, tout le monde lit le dossier et tout le monde donne son avis en parallèle. On doit avoir l'accord du CESRES pour aller devant la CNIL. La CNIL nous dit, mais attention, vous devez avoir une homologation avec un pays. Puis ensuite, on dit, vous devez avoir l'accord de la CNIL pour aller à la CNAM. Et puis voilà. Et donc là, il y a quand même
Alors c'est facile, hein, moi je suis dans le cadre de celui qui a juste un projet et je ne suis pas aux manettes de la CNIL, de la CNAM, voilà. Mais si on organisait les choses un petit peu différemment avec ces demandes qui sont faites en même temps, voilà, comme ça existe dans d'autres pays, hein, je l'ai vécu à Londres sur des projets de recherche, on fait une demande et tout le monde répond d'un coup. Là, ici, on passe successivement dans ces petites moulinettes. Donc parfois, on se dit quand même que leur objectif est de trouver la raison de vous dire non et pas forcément la raison de vous aider à avoir un oui, quoi. Donc, mais bon, ça c'est peut-être une vision un peu partiale que j'ai, mais voilà, c'est vraiment le souci, c'est ce réglementaire. Mais bon, je pense que maintenant les choses sont plus rodées. Par exemple, le CESRES, ça roule très bien. On y est passé 2 fois en fait. Ça roule très très bien. Voilà, et le HDH nous aide. La CNAM, ça a l'air d'être aussi plus facile. La CNIL, ça reste un peu compliqué. Voilà. Merci pour cette intervention. Moi, je vais juste rebondir sur 2, 3 sujets. Moi, je trouve que c'est un projet hyper intéressant parce qu'on voit qu'on est au cœur des données de santé avec un partenariat très précis et fructueux entre un industriel et puis évidemment l'hôpital et le HDH, j'y reviens tout à l'heure. Bon, on voit bien que c'est très compliqué, on le sait, et qu'on espère que le HDH va nous aider à avancer plus vite entre justement ces sujets de données de santé, entre les industriels et puis les CHU. Vous savez que Toulouse a remporté l'AMI tiers-lieu, dont Céline Auron est une actrice principale, elle est autour de la table, et justement, on inclura ces parcours de données, la facilitation de ces parcours de données avec le Health Data Hub dans justement l'AMI tiers-lieu. Alors après, Carole, tu parlais tout à l'heure de capitaliser, et je pense que justement ces expériences-là qu'on vit nous permettent de capitaliser. Et moi, l'intérêt du Health Data Hub que je vois là très clairement, enfin un des premiers intérêts en tout cas juridiques, c'est que quand la CNIL elle nous parle à nous. Enfin, quand je dis nous, c'est même pas les industriels, parce que les industriels, nous, on est les méchants vilains. Mais même quand la CNIL, elle parle à des hôpitaux, à des professeurs de médecine, elle est méfiante. Et c'est normal d'ailleurs. Sûrement, mais je pense que quand il y a ce lien avec le Health Data Hub, ça nous aide beaucoup. Moi, je l'ai vu dans le cadre du Covid-19, du Covid-19 et du Covid long, où on a mis en œuvre un projet avec le Health Data Hub et l'association Tous Partenaires Covid, dont je suis un acteur. Le Health Data Hub nous a beaucoup aidé à défricher le terrain avec la CNIL, et on n'en serait pas là si le Health Data Hub n'avait pas été là. Alors, juste une petite remarque quand même, je ne peux pas m'empêcher. La délégation du numérique en santé, elle a mis en place Mon Espace Santé. Dans Mon Espace Santé, quand tous les Français l'auront ouvert, on aura tous un mail sécurisé, messagerie de sécurité de santé. Ceux qui l'avont ouvert, moi j'en ai un. Donc mon médecin, il peut m'écrire sur mon mail sécurisé. Et du coup, ça évitera justement cette impossibilité qu'on a d'écrire sur Gmail, parce qu'on sait que là, les données de santé, elles fuitent. Là, dans le mail de la MSS, vous pourrez complètement dire de quelle pathologie on parle, puisqu'on est dans l'espace sécurisé de Mon Espace Santé français. Donc ça, c'est un verrou qui est en train de se lever, et je pense que ça va nous faciliter grandement la vie. Alors moi, j'avais une petite question technique, parce que je n'avais pas perçu ça, et je trouve ça génial. C'est que j'ai compris que vos jeux de données, entre guillemets, hein, de données patients, bon, évidemment, ils sont au CHU de Toulouse, parce qu'ils sont sur le SI du CHU de Toulouse. Là, vous avez commencé à faire tourner avec l'industriel là. Mais ensuite, ces jeux de données seront stockés au HDH, c'est ça? Et donc, du coup, l'industriel va faire tourner ses modèles sur ce jeu de données au HDH. Oui. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que, du coup, ça veut dire que le HDH, là, c'est le réceptacle d'un endroit où on va pouvoir faire tourner nos algos en toute sécurité. Et ça, j'avais pas intégré ça, en tout cas. Il y a à la fois au HDH l'infrastructure technique, hein, les serveurs et le stockage. Et il y a aussi tous les outils, tous les algorithmes qui sont développés et qui restent après au HDH. Ah oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est très intéressant. Et du coup, il y a la puissance de calcul. Il y a la puissance de calcul qui va bien derrière, on pourrait y revenir. Et du coup, l'objectif à terme, c'est que cette base de données sur cette pathologie spécifique, elle soit rentrée au catalogue, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et donc, ça veut dire que là, on va plonger des 2 pieds un jour dans la valorisation de ces données, c'est-à-dire que ces données qui vont être extrêmement intéressantes, j'imagine, pour l'industrie pharmaceutique ou le médico-économique.
Et donc, comment elles seront valorisées et comment le CHU de Toulouse, qui en aura été à l'origine, pourra trouver son compte. Alors, je dois vous dire que il a fallu se battre un petit peu pour que le CHU de Toulouse, j'ai la signature finale pour enfin voilà, on était lauréat du projet, mais il y avait quand même une petite réticence et il y a eu un peu d'hésitation jusqu'au bout à avoir la signature du DG parce que ça voulait dire que les données, elles partent du CHU et une fois qu'elles sont en HDH, on en perd la propriété, on en perd en tout cas voilà. Alors moi, justement ça, parce que là, on est en train de dérouler la ficelle et elle est très intéressante parce qu'on voit bien que c'est un projet qui part en région, qui associe un hôpital, un industriel. On va faire tourner les logiciels au niveau du HDH. Ça va rentrer au catalogue un jour. Le catalogue, il sera valorisé. C'est génial, c'est ce qu'on veut. Et du coup, vous venez de dire, on en perd la propriété. Mais moi, j'avais compris que non, ce n'était pas l'objectif, que les établissements locaux perdent la propriété. Peut-être que si je peux… Oui, ben voilà, Carole, c'était pour te tendre la main. Oui. Enfin, les bases de données, effectivement, il y aura une copie qui sera au HDH. L'idée, c'est qu'elle soit aussi au CHU de Toulouse. La propriété, elle reste à chaque fois, c'est quand même la propriété des patients. Mais ces données-là, elles seront mises en visibilité au HDH. Elles seront également accessibles côté CHU de Toulouse. La gouvernance, elle sera discutée entre nous avec quelles sont les modalités d'accès pour simplifier, la mise en place du comité éthique et scientifique qui pourra voir les protocoles, les projets passés, éventuellement envisager des partenariats avec les porteurs de projets. Il y a tous des échanges et des constructions aussi à affiner avec les responsables de données pour que justement tout le monde s'y retrouve. Oui. C'est un peu notre idée, mais là aussi on est sur aller plâtre ensemble, Xavier. Mais c'est vrai que ça reste l'idée n'est pas de déposséder du tout de ces données-là. L'idée c'est de mettre plus en visibilité pour que ces données elles soient encore plus utilisables, là où depuis le CHU de Toulouse, elles sont peut-être moins en visibilité. Là, on aura une visibilité nationale, européenne, qui pourra faire du sens et amener de la valeur au CHU de Toulouse sur des projets partenariaux d'intérêt. Et là, on le voit, moi je trouve que cette discussion est très importante parce que on dit on avance en marchant, on capitalise, mais quand on discute avec nos collègues qui font de la recherche dans les établissements hospitaliers, que ce soit public ou privé dans les régions, cette propriété de la donnée, elle est très importante et il faudra que ce soit clair parce que du coup, évidemment, il y a un certain nombre de gens qui, quand on parle, moi je parle beaucoup du HDH, aux équipes de recherche nous disent « Ah ben oui, mais si la base de données, elle part au HDH, on ne la reverra plus. » Mais non, c'est pas vrai. Et ça, je crois qu'il faut maintenant commencer à construire sur des expériences telles que les vôtres pour montrer que, justement, c'est pas aussi catégorique. Alors moi, j'ai pas la réponse, hein. J'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Jean-Louis, c'est un sujet important. Jean-Louis, si je peux juste amener une petite brique, d'un point de vue de toute façon réglementaire, c'est l'établissement qui collecte qui en garde la responsabilité tout au long de la vie de la donnée. Donc, est bien d'accord. Voilà, c'est une co-responsabilité dans tous les cas. Mais on est d'accord, ça c'est l'aspect technique, mais là je pense qu'on va au-delà. Oui. Je pense qu'il y a quand même, si vous voulez, à partir du moment où ça part au HDH, en tout cas moi ce que j'ai perçu émanant de différentes personnes au CHU, c'est qu'on perdait un petit peu la maîtrise de cette donnée forcément et voilà, et elle va être mise à disposition. Après moi ça ne me choque absolument pas et honnêtement je trouve que c'est très bien qu'on mette à disposition des données qui vont servir à faire de la recherche et à améliorer les soins de demain. Voilà, c'est tout à fait dans mon esprit d'enseignant-chercheur. Mais d'un autre côté, il y a des intérêts parfois un peu divergents et je comprends que certains établissements aient envie de garder une certaine maîtrise de leurs données, peut-être aussi parce qu'ils les ont collectées et qu'il y a peut-être des idées de les rentabiliser derrière. Et voilà. Oui. Voilà, mais de les rentabiliser avec un aspect peut-être un peu financier. Voilà, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Oui, et je pense qu'il y a aussi, on peut pas s'arrêter et dire juste c'est de l'argent public derrière. Il y a eu du temps humain, il y a eu des idées, il y a eu du temps passé, il y a eu des gens qui ont passé des heures et des heures en plus de leurs heures de travail classique pour construire ces bases. Donc, il y a eu du jus de cerveau, il y a eu plein de choses. Et donc, c'est vrai qu'on peut comprendre que l'idée de se dire tout est ouvert, maintenant tout est ouvert. On a quand même vu que c'est du CESRES et de la CNIL et qu'il y a quand même un certain nombre de pattes blanches à montrer avant d'accéder à ces données. On n'est quand même pas sur de l'open data comme on aurait de
la donnée anonyme. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a ce travail et l'idée n'est pas d'éluder la question. L'idée, c'est de trouver une réponse qui soit satisfaisante pour tout le monde. Et je pense que c'est GT Financement, si on arrive à aboutir à des décisions un peu collégiales, l'idée, c'est que en fait, cette question, elle soit un peu résolue à ce moment-là et que tout le monde y trouve son compte. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas forcément trouvé l'idéal là-dessus, mais je pense qu'en avançant et avec la bonne volonté de tous, on va y arriver. Je me permets juste une dernière chose. Je pense que le contexte actuel, vous en avez parlé tout à l'heure, cybersécurité, étant actuellement en pleine expansion, on va dire, on voit les dernières attaques qui ont eu lieu, d'ailleurs dans le domaine de la santé. La CNIL est très, très attentive et de plus qu'elle applique la réglementation européenne et qu'elle a des obligations au niveau européen sur l'application de la réglementation. Et je pense que ce qui va peut-être amener dans les mois à venir, et d'ailleurs Jean-Louis, je t'ai envoyé un mail à ce sujet, ce qui va peut-être améliorer, on va dire, la compréhension de la CNIL et les autorisations de la CNIL, c'est l'application de la directive NIS 2. Qui oblige les acteurs, entre autres de la santé, à monter leur niveau de sécurité. Et à ce moment-là, peut-être que la CNIL arrivera à avoir des procédures un peu plus souples pour ce type de projet. Mais après, on ne va pas faire le procès de la CNIL, mais évidemment qu'on est tous OK avec les prises de position de la CNIL. Ce qu'on lui demande simplement, quelquefois, c'est d'aller un peu plus vite et de synthétiser les choses plus rapidement. Et c'est pour ça que le SData Hub est très utile dans ce domaine. Moi, je voulais dire que par rapport à ces sujets-là de valorisation, de propriété, moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'à l'échelle de 2 ans de ma petite vision des choses, à l'échelle de 2 ans, ça a avancé très très vite. Et aujourd'hui, les sujets sont posés, on commence à en parler clairement, c'est plus des choses taboues. Et du coup, je trouve que ça, c'est très très bien. Simon, tu as levé la main. Oui, merci Jean-Louis. C'est juste pour faire un peu de pub pour des collègues confrères d'Equitia qui travaillent sur ces sujets d'éthique de la donnée, Tout et à fait. notamment de modèle économique, qui est un sujet extrêmement important quand on a des gens qui mettent à disposition des données qu'ils ont créées voilà, et qui donnent, rendent accès, vendent. Comment on partage de la valeur sur les nouvelles données ou les nouvelles informations créées, comment chacun y retrouve son compte. Je pense que c'est particulièrement intéressant dans le monde de la santé, comme ça a été dit précédemment, même si en tant que citoyen, on peut se dire que quand même tout ça a bien été déjà financé, donc ça devrait circuler assez facilement entre acteurs publics. Néanmoins, d'un point de vue économique, on voit bien qu'il est nécessaire d'avoir une notion de partage de la valeur et d'identification de ce qui a permis la création de cette valeur et donc de juste distribution derrière. Donc, il y a peut-être des sujets communs à identifier à ce stade-là avec nos amis d'Equitia. Alors, Equitia, justement, hein, le président d'Equitia, Bertrand Montubert, est en relation régulière avec Stéphanie Combe sur ces sujets-là. Et je sais que la valorisation c'est une préoccupation principale d'Equitia et qui croise avec le HDH. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que je me permettais de le mentionner. Mais tout à fait, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Donc maintenant, le moment est venu à Grégoire, qui a la lourde tâche de nous faire une synthèse des discussions et de conclure la séance. Donc, mon cher Grégoire, c'est à toi. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonjour à tous, merci. Alors, synthèse, c'est un grand mot, mais c'est vrai que la tradition, c'est que j'essaye en quelques mots de mettre en avant les messages principaux pour les adhérents Digital 113, c'est-à-dire pour le point de vue quand même, on va dire, industriel ou en tout cas entreprise du numérique en santé. L'intervention de Carole Dorfin, que je remercie évidemment, sur le HDH. Qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant qu'industriel? Alors, premier message pour moi, c'est que le HDH maintenant est au cœur de l'écosystème de la donnée de santé en France. Les industriels sont dans la gouvernance du HDH, premièrement, et ensuite on voit un certain nombre de cas d'usage. Carole a parlé plutôt de projets de recherche autour du SNDS, c'est-à-dire de la réexploitation du SNDS pour faire de la recherche. La recherche, ça peut être aussi du market access, ça peut être se poser la question d'une population cible avant l'accès au marché. Ça peut être aussi se poser la question de l'évaluation d'une innovation une fois qu'elle est sur le marché, après la mise sur le marché. Et puis, ça peut être, et moi je pense que c'est le message principal aujourd'hui, ça peut être des projets collaboratifs comme celui que Xavier de Boissezon a présenté, Absoren,
une collaboration entre un établissement, d'une part, un industriel, d'autre part. Et là, on voit qu'on est à la fois dans la recherche, mais aussi dans l'innovation, et que pour l'industriel, c'est une opportunité pour finalement développer, mettre au point un outil, l'évaluer, le cas échéant, développer un POC dans un ou plusieurs établissements. Donc, on a cette partie innovation. Et pour terminer sur l'intervention de Carole, il y a aussi la perspective donc, des EDS, des entrepôts de données hospitaliers, avec une première vague qui va être annoncée, publiée bientôt. Il y en aura a priori dans la région Occitanie, donc ça c'est pour l'écosystème local, mais on va attendre la publication officielle quand même. Et il faut savoir que cette dynamique autour des EDS, et vous l'avez compris aussi avec le projet Absoren, c'est une formidable opportunité pour une entreprise qui développe des DM numériques, parce que c'est l'occasion de travailler sur des données plus médicalisées ou plus cliniques que celles qui sont dans le SNDS. Et si en plus on peut associer les deux, comme l'a fait Absoren, alors là on peut répondre à des questions encore plus intéressantes. Et puis, il y a aussi la perspective européenne. Alors moi, j'ai rêvé en vous écoutant, Carole, parce qu'un point d'entrée unique dans tout l'écosystème des données de santé européennes, je sais que c'est une perspective, évidemment, mais que ce soit en tant que chercheur ou en tant qu'industriel, on voit bien là le changement d'échelle pour adresser le marché européen, notamment. Donc, évidemment, on voit bien que ça va prendre du temps, mais c'est une perspective quand même que je trouve, moi, assez extraordinaire. Et on est heureux de voir que la France joue un rôle important là-dedans. Deuxième intervention, donc Xavier de Boissezon sur ce projet Absoren. Projet enthousiasmant, moi je trouve, je l'ai déjà dit, mais il y a des vraies questions de recherche, évidemment, sur la connaissance des parcours de soins, sur les facteurs pronostiques, mais on voit que dès la conception du projet, il y a un enjeu d'innovation avec le développement et puis, j'imagine, l'évaluation, même si on n'est pas rentré dans les détails, et la première preuve de concept sur ces outils, finalement, de personnalisation des parcours de soins. Je pense qu'on peut parler de ça, la finalité, avec probablement d'ailleurs une complexité entre comment, je dirais, maximiser le potentiel recherche tout en permettant l'innovation, donc le développement d'un outil qui ensuite est scalable, reproductible, des sujets qui sont passionnants. Quand même, on retient, je sais pas, le parcours du combattant, on peut parler de parcours du combattant réglementaire, accès à ces données. Je pense que c'est quand même un message qu'on ne peut pas occulter. En espérant, parce que si j'ai bien noté, le début du parcours remonte à 2020. Donc, on espère que si on devait refaire le même parcours aujourd'hui, ce serait déjà plus rapide. Voilà, je pense. Je croise les doigts. Et encore une fois, pour revenir au HDH, moi, je note quand même, et je pense que c'est important, c'est que la bonne combinaison pour accélérer ce processus, c'est quand même que le HDH soit dans la boucle. Et je te rejoins là, Jean-Louis, le fait que le HDH puisse être le lieu d'hébergement de ces données et même le lieu où on va faire l'appariement, c'est-à-dire la jonction entre les différentes bases de données, ça ouvre des perspectives qui posent des questions de modèle économique et des questions même juridiques, mais qui, je pense, en termes même opérationnels et de calendrier, ne peuvent faire qu'accélérer les projets. Voilà donc pour cette synthèse, comme d'habitude, personnelle, je n'ai pas pensé à tout, mais c'est les messages que je voulais mettre en avant. Et donc, il me reste à remercier, comme d'habitude, nos intervenants, donc Carole et Xavier, l'équipe aussi Digital 113 qui nous aide, et puis les participants qui ont été actifs, particulièrement aujourd'hui. Et puis, petit coup de pub pour nos 2 prochaines factories sur la santé numérique, le 25 ou 23 mars, je ne sais plus, en tout cas le dernier jeudi de mars, sur les soins de santé primaires, et en quoi il y a un potentiel, notamment autour de l'innovation, avec les soins de santé primaires. Et puis le 13 avril sur outils numériques, dispositifs médicaux, IA et garanties humaines. Donc on va à nouveau aborder ces sujets éthiques et juridiques. Merci à tous. On est dans les temps? On est parfaitement dans les temps. Merci Grégoire, parce que je sais que M. de Boissezon doit donner un cours à partir de 14h, et donc du coup, on peut le libérer. Merci mille fois, Carole. Et puis, au plaisir, on se reverra de toute façon, parce qu'on continuera régulièrement à organiser ce genre de session pour mesurer les belles avancées. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Bonne journée, au revoir.